Ici Podcast. 150e anniversaire de la Commune de Paris. La décisive bataille d'Issy. Bonjour, me voilà de retour. J'allais justement repartir en 1871 afin de poursuivre notre voyage. Montez et prenez place. Attention, ça bouge un peu au décollage. Nous y revoilà, France 1871. Lors de notre premier épisode, nous avons balayé cette période peu glorieuse du pays avec dans un premier temps la guerre contre la Prusse. Guerre qui a amené par la suite la bataille de la Commune de Paris et le soulèvement des Parisiens. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les différents protagonistes de cette bataille et surtout voir comment chacun et chacune a vécu cet événement. Nous prendrons le temps également d'expliquer l'importance du fort d'Issy. Vous êtes prêts pour ce nouveau voyage ? Alors il est temps de retrouver nos deux invités du jour. Et je vous retrouve dans un endroit qui ne vous est sûrement pas inconnu, voire familier pour beaucoup d'entre vous. Mes invités et moi sommes sur les hauteurs d'Issy-les-Moulineaux, au cœur du fort d'Issy, au sein de l'auditorium de la médiathèque Le Temps des Cerises. Et je suis en compagnie de Pascale Maestracci, historienne, et Patricia Bétry, journaliste et auteure. Bonjour mesdames. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce tout nouvel épisode retraçant la bataille de la Commune de Paris qui fête, on le rappelle, cette année, ses 150 ans. Alors, le choix du lieu pour enregistrer n'est pas anodin. Nous sommes au cœur du fort d'Issy-les-Moulineaux, place stratégique durant la bataille. Première question, que représente ce lieu pour vous, Pascale ? Alors, le fort, ça représente essentiellement un des éléments des fortifications de Paris de 1840. Ça représente aussi la guerre franco-prussienne, ça représente la commune et ça représente aussi le nouvel écoquartier, tout récent, qui a moins de 10 ans. Et pour vous, ma chère Patricia ? Moi, je trouve que c'est un lieu tout à fait chargé d'histoire et en même temps très contemporain. Les habitants ont la chance de pouvoir avoir un verger, des potagers, donc on est très très loin de la bataille d'Issy, et heureusement. Et justement, la transition est toute faite. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler des différents protagonistes de cette bataille, on va recontextualiser ensemble cette période. La France, donc, qui est entrée en guerre contre la Prusse, nous étions en juillet 1870. La guerre se termine difficilement pour Napoléon III, qui en fait est fait prisonnier par les Prussiens avec son armée à Sedan. Et du coup, il y a proclamation de la République le 4 septembre à Paris et la mise en place d'un gouvernement provisoire qui va continuer la guerre contre les Prussiens. Guerre qui ne s'arrête qu'en janvier 1871 avec toute l'importance du fort d'Issy. Si je vous dis fédérés, vous me dites ? Alors, les fédérés, ils apparaissent véritablement en mars 1871. En fait, ça relève de la Garde nationale. Alors, la Garde nationale a été créée par la Révolution française. C'est une sorte de milice de volontaires, de citoyens volontaires. À partir de là, la Garde nationale existe au moment où les Prussiens commencent le siège de Paris et on se méfie du gouvernement provisoire. Ce qui explique que le 10 mars, à Paris, il y a fédération de la Garde nationale. Cette fédération de la Garde nationale, qui regroupe à peu près 30 000 citoyens, est composée essentiellement des gens des quartiers populaires, c'est-à-dire de l'Est de Paris, par rapport aux quartiers de l'Ouest, qui sont déjà les quartiers bourgeois. Et à partir du 18 mars, le général Émile Eudes prend en charge le commandement de la Garde nationale devenue fédérée. Et à quoi ressemblait la vie d'un fédéré à l'époque ? C'est des gens qui ont un métier et qui vont faire de l'entraînement le soir, comme ça se trouve encore dans certains pays. Ils sont artisans, ils peuvent être médecins, ils peuvent être notaires, etc. Et ce sont des volontaires. Alors vous parliez de Montmartre, à l'époque c'était un village. Oui. Il y avait d'autres villages dans Paris. Qu'est-ce qu'il y avait ? C'était quoi la vie dans ces villages ? Alors, c'est des villages qui ont été annexés après les fortifications, qui ont été annexés en 1860 sous le Second Empire. Les 12 arrondissements au centre de Paris constituaient le Paris qu'on connaît jusqu'à Napoléon III. Et ensuite, les fortifications étant à l'extérieur, il y a une annexion du 13e au 20e arrondissement. On va parler à présent des communards. Qui étaient-ce ? Alors, les communards, donc ça vient de la commune. Ce sont des slogans ou des revendications que l'on voit apparaître dans la Garde nationale dès le mois d'octobre, tellement on se méfie du gouvernement provisoire. Et puis, il faut savoir qu'il y a des élections législatives en février pour passer d'un gouvernement
provisoire, un gouvernement légal. Cette assemblée élue et le gouvernement d'Adolphe Thiers ne plaît pas du tout aux Parisiens des quartiers populaires. Ils s'en méfient. Il y a des élections municipales à Paris qui, le 28 mars, donnent le pouvoir aux communards. Le gouvernement de Thiers refuse de le reconnaître. Et donc les communards, c'est plutôt une appellation politique et fédérés, c'est plutôt une appellation militaire. Alors, est-ce qu'on peut dire que, vu que c'était politique, ces communards, ils avaient une vie un peu de bourgeois ? Ah non, c'est parce que ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont essentiellement les gens des quartiers populaires. Donc justement, le 12e, le 13e, les hauteurs, c'était encore des villages en cours de transformation, que ce soit Belleville, Ménilmontant. C'est pour ça d'ailleurs que la semaine sanglante, le 28 mai, s'est terminée dans ces quartiers populaires qui étaient les plus opposés au gouvernement en place, considéré comme un gouvernement bourgeois. Bien que je précise, ils étaient tous républicains. Mais c'était plus ou moins modéré, plus ou moins extrémiste. Alors, vous avez évoqué Adolphe Thiers, oui. Notamment. Il faisait partie des Versaillais ? Absolument. Je vous ai dit, il y a une élection législative en février. Et l'Assemblée qui était à Bordeaux cherche à se rapprocher de Paris. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'épisode des canons de Montmartre et donc le début véritablement des conflits. L'Assemblée décide de s'établir à Versailles et Adolphe Thiers, qui est chef du gouvernement provisoire et chef de l'exécutif, va aussi à Versailles. Alors pourquoi Versailles ? D'abord, ça évoque les splendeurs des rois, de Louis XIV en particulier. Et donc c'est aussi là, que, le 28 janvier, que le gouvernement provisoire, avant-hier, a signé l'armistice. Et on commence les négociations pour le traité de paix qui est signé effectivement le 10 mai à Francfort. Alors il y a un nom qui revient, c'est Adolphe Thiers. Alors du coup, on va peut-être essayer de savoir qui est cette personne. C'est le chef du gouvernement provisoire et chef de l'exécutif du gouvernement légal versaillais. C'est lui qui a fait construire les fortifications, donc les 34 km de fortifications autour de Paris et les 35 forts autour de la ville. Et paradoxalement, c'est lui qui les a fait construire et c'est lui qui a eu du mal à récupérer ces fortifications et ces forts. Ça s'appelle l'ironie de l'histoire. Et le maréchal MacMahon, qui s'était illustré sous le Second Empire, est libéré par Bismarck, donc le chancelier allemand, en mars, puisque les Allemands sont ravis de voir les Français se diviser, comme d'habitude, dans la guerre civile. Et donc, progressivement, les troupes versaillaises, qui étaient de quelques 20 000 au départ, sont, au moment du début de la semaine sanglante, on estime en 130 à 170 000 hommes. Alors que je vous ai dit que les fédérés, au maximum, c'était 30 000 à Paris. Ils avaient l'infériorité numérique, les fédérés, et puis l'infériorité en canon, puisque l'artillerie joue un rôle de plus en plus important. Alors, vous parliez de Thiers, qui est parti donc à Versailles, oui. Notamment. Donc là, c'est l'exil, du coup, à Versailles, et c'est là où après va commencer cette bataille avec ces fédérés, ces communards qui vont investir notamment le fort d'Issy-les-Moulineaux. Il a une importance majeure. D'abord, il est en gros à 2 km, 2 km et demi des fortifications de Paris. Il est, par rapport à la porte d'Issy, à 2 km. 2 km 200 de la porte de Versailles. Mais surtout, il y a 2 autres forts de chaque côté. Il y a le fort de Vanves qui est à Châtillon, qui est à 1,5 km. Et de l'autre côté, il y a le Mont Valérien, mais qui est à 8 km. Donc le fort d'Issy, il contrôle la route entre Paris et Versailles. Et il contrôle aussi toute la Seine en aval. Donc il a une importance stratégique, et à l'époque de la guerre contre les Prussiens, et ensuite au moment de la Commune. Parce que qui contrôle le fort, contrôle en fait l'entrée sur Paris, et contrôle aussi la Seine. Le fort a été occupé dès le 19 mars. Eudes envoie les fédérés s'emparer du fort d'Issy. Et pourquoi on ne l'appelait pas le fort d'Issy-les-Moulineaux ? Alors, parce que Issy-les-Moulineaux n'existe pas à l'époque. Ici, c'est une ville qui existe depuis le Moyen-Âge, qui était d'abord un village sur la hauteur, puis qui s'est développé dans la plaine. On commence à voir l'industrialisation aussi. C'est le fort d'Issy parce que la commune s'appelle Issy, simplement. Il y a un autre territoire qui est sur la route toujours de Paris à Versailles, qui est le village des Moulineaux. Alors, le village des Moulineaux, il dépend de Meudon depuis le Moyen-Âge. Les Icéens, en fait, ont décidé en 1893 d'annexer les Moulineaux. Et ce qui fait que dans le nom de la ville, on a une particularité, c'est que Issy-les-Moulineaux. Si c'était simplement une association, un seul tiret aurait suffi. Quand on a un lait entre 2 tirets, ça sous-entend plus ou moins une dépendance. Qui était dans ce fort ? À quoi ressemblait ce fort à l'intérieur ? C'était des armes, c'était des gens, c'était quoi ? Alors, un fort, c'est un fort à la Vauban, il est pentagonal, vous avez 5 bastions.
des casemates dans lesquelles nous nous trouvons, et puis des bâtiments pour à la fois héberger les troupes, pour les casemates pour entreposer les denrées, les armes, etc. Alors, vous parliez de casemates. Oui. Certains nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ce sont des sortes de caves bien protégées avec des formes arrondies pour conserver d'abord au frais les munitions, les denrées, etc. Et donc, dans beaucoup de casemates, après la guerre de 71, malheureusement, on a retrouvé beaucoup de corps de fédérés, probablement, au moins 300 dans une casemate. Et puis, pour les autres, on ne sait pas très bien. Et donc, du coup, on en vient justement à cette bataille avec les Versaillais qui vont arriver et qui vont vouloir reprendre Paris. Comment tout ceci s'est organisé ? Alors, il faut savoir que le fort, d'abord, a été bombardé par les Prussiens, considérablement fragilisé. En janvier 71, on estime qu'il y a eu 18 à 20 000 projectiles qui sont tombés sur le fort. Donc, il avait déjà considérablement souffert. Comme l'armistice est signé le 28 janvier, le fort est abandonné le 29. Les Prussiens ne l'ont jamais occupé. On peut quand même le dire. L'armée française a été capturée à Sedan, mais le fort d'Issy n'a pas été pris par les Prussiens. On se console comme on peut. Par contre, dès le 19 mars, Eudes envoie des fédérés occuper le fort parce qu'il a très très bien compris cette importance stratégique pour défendre Paris ou attaquer selon les points de vue. Et donc les fédérés prennent l'offensive. Et début avril, on sait que les fédérés vont arriver sur Issy-les-Moulineaux parce qu'en fait, ils veulent aller à Versailles. Et ils vont se heurter à la redoute des Moulineaux, à l'armée versaillaise qui est celle de Vinoy encore, qui est relativement peu nombreuse, quelques milliers d'hommes simplement, puisque je vous rappelle, les autres sont faits prisonniers. Et malgré cette offensive des fédérés, et malgré leur ardeur et leur patriotisme, ils sont refoulés. Et l'abbé Perdreau, qui était le curé de Saint-Étienne, raconte à la fois qu'il les a vus partir, il leur a offert un coup à boire, etc. Et puis il les a vus revenir. Et c'est l'époque aussi où Louise Michel est dans la commune. Elle a été probablement ambulancière avec toute une série d'autres personnes. Il y a effectivement des témoignages de Louise Michel. Et je crois que c'est vous, Pascal, qui en avez un notamment. Alors, Louise Michel, le fort est magnifique, une forteresse spectrale, mordue en haut par les Prussiens et à qui cette brèche va bien. J'y passe une bonne partie du temps avec les artilleurs. Nous y recevons la visite de Victorine Eudes, l'une de nos amies de longtemps. Et cette Victorine, c'est la femme d'Émile Eudes qui commande les fédérés depuis le 18 mars. Voici les femmes avec leurs drapeaux rouges percés de balles qui saluent les fédérés. Elles établissent une ambulance au fort, d'où les blessés sont dirigés sur celle de Paris, mieux agencée. Moi, je m'en vais, etc., etc. Quand elle raconte tout cela après, elle parle du chemin qui est tout fleuri de violettes qui écrasent les obus. Parce que pour monter jusqu'au fort, il faut passer effectivement à travers les champs, les vignes, etc. Et donc elle remarque quand même ce petit côté nature des violettes qui sont toujours là. Le côté poétique. Le côté poétique que je trouve assez extraordinaire dans un cadre aussi brutal. C'est une forme de courage. Oui, tout à fait. Et ça, plusieurs fois, elle parle justement de ce qu'elle voit, etc. Une sorte de lueur d'espoir, on va dire ça comme ça. Oui, et puis je trouve que c'est assez intéressant. Il y a une autre ambulancière qui s'appelle Alix Payen. Et donc, elle aussi, elle raconte ce qui se passe au milieu des combats. Elle raconte que c'est surtout la nuit que les combats ont lieu. D'ailleurs, le bouquin s'appelle « C'est la nuit surtout que le combat devient furieux ». Et donc, ce sont des lettres qu'elle a écrites souvent à ses parents. Et dans l'une d'elles, elle raconte donc voilà qu'il y a énormément de combats. Et puis tout d'un coup, au milieu de ce calme, un rossignol s'est mis à chanter. Le contraste entre ce joli chant si pur, si doux, et ce que nous venions d'entendre était frappant. Comment ce petit oiseau était-il resté dans son cyprès quand les balles sifflaient autour de lui ? Peut-être y avait-il déjà son nid. Pour moi, les larmes me vinrent aux yeux. Il me semblait comprendre le rossignol. Il chantait la paix, l'amour, la famille. Et donc, je trouve que c'est vraiment formidable, quoi, au milieu des combats comme ça. Cette période, on le rappelle, qui a été noire pour le pays, et puis d'autant plus qu'après, une fois que les fédérés ont tenté d'aller sur Versailles et que ça a échoué, ça a été l'inverse. C'est les Versaillais qui sont donc de retour à Paris, et là, ça a été un désastre, en fait. Absolument, mais alors, la reconquête par les Versaillais, ça a quand même pris plus d'un mois. Parce qu'en fait,
Dès le 11 avril, on sait que MacMahon donc, est de retour, il a une armée déjà de 100 000 hommes. Mais les Versaillais n'ont repris les Moulineaux que le 26 avril. Les fédérés, qui avaient en fait très peu de moyens, très peu d'armes, ont tenu quand même pratiquement un mois. C'est quand même impressionnant. Donc le 26 avril, ils sont arrivés aux Moulineaux et après ils vont essayer d'avancer vers ici, soit par la plaine, soit sur les hauteurs. Le 29 et 30 avril, ils s'emparent du cimetière qui est juste à 250 mètres d'ici, c'est-à-dire au-delà de la zone où on ne pouvait pas construire. Ils font une centaine de prisonniers parce qu'il faut savoir qu'ils utilisent les bombardements et puis ils ont beaucoup d'armes. Et dès qu'ils se sont emparés du cimetière, les 8 canons des fédérés qu'ils avaient capturés, ils ont retourné tout de suite contre le fort. Donc il y a des combats dans le parc, qui sont des combats violents au corps à corps, plutôt le soir, parce que les Versaillais bombardent plutôt dans la journée, mais pas leurs troupes. Et c'est les combats la soirée et la nuit qui se font au corps à corps. Et après, un autre bâtiment qui a été détruit, l'église ? Alors, l'église un peu plus tard, parce qu'entre-temps, il y a le château des Conti, qui est l'actuel musée français de la Carthageux, qui est pris dans la nuit du 1er au 2 mai. Et pendant ce temps-là, le fort continue à être bombardé. On estime qu'il y a eu 60 000 projectiles contre le fort d'ici et le fort de Vence, qui est, je vous rappelle, à 1,5 km. Et on a une idée de combien de morts sur cette période-là ? Des centaines. On a une idée, quand le fort a été repris, plus exactement occupé le 9 mai, j'ai trouvé qu'il y avait eu, du côté des Versaillais, 230 morts. Il faut imaginer beaucoup plus de l'autre côté. Et donc là, je vous ai vu tourner la page. On va donner les coulisses un petit peu de cet enregistrement. Alors, voilà. et donc, le parc et le château sont pris le 2 mai. Et donc, on se rapproche. L'église, qui est un petit peu sur la hauteur, n'est pas encore prise, mais on a la description des événements par l'abbé Perdreau, qui a été nommé curé à l'été 1870, curé de l'église Saint-Étienne, qui existe quand même depuis le XVIIe siècle dans sa forme actuelle. Le lundi 3 avril, nous fûmes réveillés par les clairons des régiments de la commune. Ils allaient à Versailles, disait-il, pour enlever l'Assemblée et la faire revenir à Paris. Ils firent halte sur la place de l'église. Ils achetèrent force vivres qu'ils payaient sans regarder, ayant le gousset bien garni. Une cantinière s'était déjà bien fournie. « Je vais encore acheter 4 livres de gruyère, nous dit-elle, je vendrai bien cela à Versailles. » À 9 heures, tous étaient partis. Ils n'allèrent pas plus loin que les Moulineaux. Ils furent culbutés par les premières lignes des troupes régulières, que nous appellerons désormais les Versaillais, et qui prirent ce jour-là, pour ne plus les abandonner, leur position sur les crêtes de Sèvres. Vers 11 heures, les bataillons de la commune rentraient vers Paris dans un désordre effroyable. La fatalité nous ramena à la cantinière qui avait perdu tout son gruyère dans la déroute. Le lendemain, les Versaillais occupaient les environs du fort d'Issy jusqu'à Châtillon, où ils établirent leur grosse artillerie. Et l'église, par la suite, a été reconstruite. Alors, l'église a été en grande partie restaurée, comme la plupart des bâtiments, comme le séminaire à côté qui a été refait, comme le couvent des oiseaux qui est l'hôtel de ville. Et par la suite, donc une fois qu'ils ont détruit sur leur passage, du coup, il y a l'arrivée sur Paris. Ah non, pas encore, parce que le fort n'est toujours pas pris, mon cher. Le 7 mai, nous recevons jusqu'à 10 obus par minute. Les remparts sont totalement à découvert, toutes les pièces, sauf 2 ou 3 en bois, sont démontées. Il y a 30 cadavres de plus. Comme ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de réserves, ils n'ont plus rien, les fédérés décident d'abandonner le fort dans la nuit du 7 au 8 mai. Donc ils vont rentrer sur Paris avec les blessés. Et le 9, les Versaillais, s'apercevant que plus personne ne répond, vont occuper le fort qui a été abandonné. Donc le fort n'a jamais été pris par les Prussiens de force, et simplement, les Versaillais ne s'en sont emparés que parce qu'il a été abandonné par les autres. Il est totalement dévasté, et il a été restauré par l'armée, et maintenant par l'écoquartier. C'était quand même assez long, enfin, cette prise a été quand même très très longue, quoi. Et après, ils ont poursuivi ensuite leur chemin vers l'est, on va dire, vers Paris, où ils ont continué à descendre. En contrebas encore du fort, il y a le couvent des oiseaux, c'est-à-dire l'actuel hôtel de ville. Et donc, dans ce couvent des oiseaux, il y a eu différents épisodes, et c'est là que nous avons le maximum de témoignages, dont en particulier d'une ambulancière, donc la fameuse Alix Payen. Et qui, elle, voulait absolument mettre une colonie, alors je ne sais pas si c'était une colonie d'enfants ou pas, dans ce couvent des oiseaux qu'elle trouvait absolument somptueux, notamment avec ses arbres et tout. Donc là aussi, pareil, elle écrit à ses parents en disant « là là, qu'est-ce que c'est beau !» Mais c'était pas la bonne période. Voilà, non, pas vraiment. Puis alors elle était désolée parce que tout était effondré après. Elle a fui à Paris, elle a quitté ici, mais en se lamentant, quoi.
en disant mon Dieu, quelle catastrophe, quoi. Les rues devaient être désertes, que sont devenus les gens en fait sont repartis après vers Paris tous. Alors les fédérés, mais pas les lycéens. Non, les lycéens sont restés. Les combats ont continué entre le 15 mai et le 20 mai jusqu'au ras des fortifications, ce qui correspond à la rue d'Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire la limite du 15e. L'état-major donc, de MacMahon et puis la Thiers ont décidé d'attaquer Paris, non pas par les portes les plus proches, que ce soit la porte de Sèvres, la porte de Vanves, la porte d'Issy ou la porte de Versailles. Ils ont décidé stratégiquement de passer de l'autre côté de la Seine pour attaquer par le point du jour. Et c'est le début de la semaine sanglante, donc du 21 au 28. Donc ça commence par le 16e et ça se termine pour l'essentiel au Père-Lachaise, mais il y a encore une barricade à Ménilmontant. Et donc ici les Moulineaux étaient complètement dévastés. Après Paris a été dévasté. On estime qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts enterrés un peu partout où c'était possible. Et il faut savoir qu'entre-temps, la guerre civile s'est terminée, mais la France avait signé le traité de Francfort le 10 mai, par lequel nous abandonnons l'Alsace et la Moselle. Et il y a une indemnité de 5 milliards de francs or. Et tant que ces indemnités ne sont pas payées, les Allemands restent à occuper la France. Les Français ont donné beaucoup d'or, beaucoup de bijoux. Et Bismarck a dit, si j'avais su, j'aurais demandé plus. Il n'empêche quand même que ce problème de l'Alsace-Lorraine, ça déclenche la Première Guerre mondiale, 14-18, et puis après, 39-45. Une bataille qui en découle sur une autre. Comment après s'est orchestrée la reconstruction de la ville d'Issy-les-Moulineaux ? Ça s'est fait par l'essor des industries, de toute façon, parce qu'on a les munitions Gévelot, on a les blanchisseries de Grenelle, on a toute l'aviation, puisqu'il y a le premier vol en circuit fermé de Farman en 1908, donc tout autour les constructeurs d'aviation. Et à l'heure actuelle, la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui était une ville industrielle, s'est transformée en ville tertiaire et on a des sièges sociaux d'entreprise. On est passé de l'industrie en fait au quaternaire. Enfin, c'est même plus du tertiaire au niveau de l'économie, c'est du quaternaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et ici, dans le fort, c'est devenu un écoquartier. Donc Patricia en a parlé tout à l'heure, c'est très impressionnant. Entre la période de guerre et ces écoquartiers qui poussent un petit peu partout, on va dire que voilà, la boucle est bouclée pour cette histoire du fort d'Issy-les-Moulineaux. Merci beaucoup, ma chère Pascale Maestracci et Patricia Bétry, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci Guillaume. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ici Podcast.